Je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire le 30 juillet 2026, d'une information en provenance de Varsovie qui est arrivée avant-hier, selon laquelle le Premier ministre polonais, M. Donald Tusk, a informé son pays, ses compatriotes et le monde entier que la Pologne reportait une nouvelle fois son adhésion à la monnaie européenne, à l'euro. Pour que vous compreniez bien l'importance de ce sujet, dont personne ne parle, et notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, la question de l'euro est complètement passée sous silence, alors que c'est une des questions les plus fondamentales quant à l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de ça. Et pour que vous compreniez bien, je suis obligé de faire un petit retour en arrière pour que les choses soient bien claires dans votre esprit. Jusqu'en 1992, il y avait 12 États membres de la Communauté économique européenne. À la mi-décembre 1991, ces 12 États réunis à Maastricht, une ville qui se trouve au sud-est des Pays-Bas, il y a eu une réunion des chefs d'État et de gouvernement à Maastricht le 9 et le 10 décembre 1991 qui sont tombés d'accord sur la version définitive de ce traité de Maastricht. La signature formelle du traité par les plénipotentiaires, c'est-à-dire en règle générale le chef d'État et de gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, a eu lieu le 7 février 1992, également à Maastricht. Ce traité de Maastricht prévoyait notamment de transformer la Communauté économique européenne en une Union européenne, c'est-à-dire une Europe fédérale qui ne dit pas son nom, prévoyait de créer une politique étrangère et de sécurité commune, ce qui est devenu la politique étrangère de l'Union européenne et la politique de défense, et prévoyait aussi une union monétaire qui devait déboucher sur la création d'une monnaie commune qui devait s'appeler l'écu et qui, finalement, à la demande des Allemands, s'est appelé l'euro. Le traité de Maastricht ayant été signé formellement par les gouvernements le 7 février 1992, il a fallu ensuite procéder aux ratifications qui peuvent avoir lieu soit par référendum, soit par un vote du Parlement. Le premier pays parmi les 12 qui a préparé la ratification, c'était le Danemark. Il y a eu un référendum qui a eu lieu le 2 juin 1992. Et à la surprise générale, à la stupéfaction de beaucoup d'observateurs, les Danois ont rejeté le traité de Maastricht, avec une petite majorité de 50,7% des voix, mais ils l'ont rejeté. Ce qui, évidemment, a semé la perturbation, la consternation générale, parce que le premier des 12 qui devait ratifier, il commence par ne pas le ratifier. Néanmoins, la procédure a continué, mais les 12 sont convenus qu'il allait falloir régler le problème du Danemark. On est arrivé en fait ensuite en France, où il y a eu le référendum sur le traité de Maastricht le 20 septembre 1992, où nos compatriotes ont ratifié dans des conditions de propagande inouïes, puisque on sait que les partisans du oui ont eu à peu près 80% du temps de parole à la télévision. Les Français ont ratifié, là aussi, mais sur le fil du rasoir, à 51% des voix, ils ont ratifié le traité de Maastricht. L'ensemble des pays de ce qui était la Communauté économique européenne ont ratifié avant le 31 décembre. Et il s'est trouvé donc qu'il fallait régler le problème du Danemark. Et donc, entre-temps, il avait été décidé que les Danois allaient revoter, puisque vous savez que la construction européenne étant une construction fondamentalement tyrannique et totalitaire, n'admet pas qu'on ne puisse pas être d'accord. Donc si un peuple vote non, c'est forcément évidemment qu'il s'est trompé, qu'il a été trompé, manipulé par des démagogues, etc. Donc il va falloir le faire voter, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce qu'il vote oui. Donc les Danois ont été priés de faire un nouveau référendum, mais le gouvernement de Copenhague a commencé à expliquer qu'il ne pouvait pas reproposer exactement le même texte à ses compatriotes. Alors le gouvernement danois a fait valoir que si le peuple danois avait rejeté le traité de Maastricht, c'était parce que les Danois étaient très attachés à la monnaie nationale danoise, qui est la couronne danoise. Et donc, on a fait une exception qui a été définie par un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il a été décidé, ça c'est une exception à ce traité, c'est que le Danemark serait exempté d'adopter l'euro. Pour être précis,
Il y avait un autre pays qui avait, au moment des négociations, déjà obtenu la même exemption, c'était le Royaume-Uni, puisque je rappelle qu'à l'époque, le Royaume-Uni faisait partie des 12, et le Royaume-Uni, lui aussi, ne voulait pas, mais lui, il l'avait négocié avant toute ratification, avait demandé l'exemption. Pour la petite histoire d'ailleurs, mais ça compte pour la suite, les autres États membres de ce qu'allait devenir l'Union européenne auraient pu refuser cette exemption. La France aurait pu très bien dire au Royaume-Uni et au Danemark, il est hors de question que vous ayez cette exemption, sinon moi je ne marche pas dans la combine, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des forces tellement puissantes qui agissent sur les gouvernements des pays occidentaux, et notamment sur le gouvernement français. À l'époque, nous étions avec François Mitterrand. Vous savez qui était son conseiller spécial? C'était Jacques Attali, qui a énormément œuvré dans les coulisses. Il l'a lui-même expliqué pour que la France adopte cette monnaie. D'abord, tous ceux dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht. On s'est bien engagé à faire en sorte que sortir, ce ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Donc on a fait comprendre à François Mitterrand qu'il ne pouvait pas s'opposer à donner ces exemptions au Royaume-Uni et au Danemark, parce que sinon l'affaire allait se coincer. Les Danois, une fois qu'ils ont su qu'ils allaient conserver la couronne danoise, eh bien ils ont voté oui pour le deuxième référendum et donc sont entrés dans le traité de Maastricht. Pour résumer donc, au 1er janvier 1993, tous les États de la Communauté économique européenne avaient ratifié le traité de Maastricht, dont 2, le Royaume-Uni et le Danemark, avaient obtenu une exemption qu'ils n'entreraient pas dans la monnaie commune. L'euro est donc entré petit à petit en vigueur, pas tout de suite, puisqu'il y a eu une politique de convergence qui a duré quand même longtemps, puisqu'en fait, le traité de Maastricht est entré en vigueur le 1er janvier 1993, et c'est le 1er juillet 1997. Ça avait été prévu comme ça dans le traité. Et ça a été reporté de 2 ans au 1er juillet 1999, c'est-à-dire donc plus de 6 ans après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, qu'a été créé l'euro pour les échanges interbancaires. Et c'est le 1er janvier 2002 que l'euro est apparu sous la forme de pièces et des billets pour tout un chacun. Et c'est à partir du 1er janvier 2002 que l'ensemble des prix ont été transformés de francs en euros, de Deutschmark en euros, de lire italienne en euros, etc. Suite, pendant cette période, on a eu en 1995, on a eu l'adhésion de 3 nouveaux États qui n'étaient pas dans les communautés économiques européennes et qui ont fait porter le nombre d'États de 12 à 15, les 3 nouveaux États étant l'Autriche, la Suède et la Finlande. Et lorsque ces 3 pays ont adhéré à l'Union européenne, sont entrés en 1995 dans l'Union européenne, elles ont été contraintes de ratifier les traités existants, et donc elles ont été contraintes, ces 3 pays, Finlande, Autriche et Suède, d'accepter le principe de l'euro. Sauf que la Suède, tout en ayant ratifié le traité de Maastricht, a dit que d'un point de vue politique, il ne pouvait pas passer à l'adoption de l'euro sans demander l'autorisation formelle du peuple suédois. Et donc ils ont demandé l'autorisation d'attendre un petit peu que l'état d'esprit de l'opinion ait évolué, puisque le gouvernement suédois, le gouvernement de Stockholm, savait que les Suédois étaient dans le même état d'esprit que le peuple danois, c'est-à-dire qu'ils voulaient conserver la couronne suédoise, de même que les Danois avaient conservé la couronne danoise. D'ailleurs, les Suédois, le gouvernement suédois avait tenté d'obtenir la même exemption que les Danois, mais à l'époque, il avait été décidé que c'était hors de question. On avait fait une seule exemption pour 2 exemptions, une pour le Royaume-Uni, parce que les Britanniques, c'est britannique, et la deuxième pour le Danemark, et qu'on ne pouvait pas multiplier les exemptions. Lorsque l'euro est entré en vigueur dans les échanges interbancaires le 1er juillet 1999,
Eh bien, tous les États sont entrés dans l'euro, mais la Suède non, puisque la Suède a dit on fera un petit peu plus tard, laissez-nous faire le moment venu un référendum. Lorsque, le 1er janvier 2002, les euros sous forme de pièces et de billets sont arrivés dans les porte-monnaies de monsieur et madame tout le monde et que tous les prix ont changé, la même chose s'est produite, c'est-à-dire que sur les 15 États de l'Union européenne de l'époque, il y en a eu 12 où il y a eu ce changement, et il y en a eu 3 où ça n'est pas arrivé, le Royaume-Uni et le Danemark, qui ont conservé leur monnaie nationale, et puis la Suède, qui a conservé sa monnaie nationale, même si la Suède a dit ne vous inquiétez pas, on va bientôt le faire à notre tour. Il faut comprendre que le gouvernement de Stockholm pensait qu'à partir du moment où les Suédois constateraient qu'en Finlande, qui est le pays d'en face, si j'ose dire, qu'en Allemagne, qui est le pays au sud du début de la mer Baltique, que les Suédois se diraient bon ben on va faire comme tout le monde, on va adopter l'euro. Les Suédois ont donc organisé un référendum quelque temps après, le 14 septembre 2003, pour demander au peuple suédois est-ce que vous êtes d'accord pour adopter l'euro. Tout le monde pensait que ça se passerait très bien. Et puis patatras, je vous renvoie, j'avais fait une vidéo sur le sujet, les Suédois ont voté non. De telle sorte que la Suède se retrouve, est toujours d'ailleurs dans la même situation maintenant, c'est-à-dire c'est quand même 23 ans après ces événements, la Suède est toujours tenue juridiquement d'entrer dans l'euro, mais elle a affaire à un peuple rétif qui a voté non et non à 57% d'ailleurs des suffrages. Et les Suédois, comme les Danois étant des peuples démocratiques, beaucoup plus démocratiques qu'en France, puisque nous, quand les Français votent non, comme en 2005, on ne tient absolument pas compte de ce qu'ils ont voté, les Suédois ont dit on va reporter à plus tard. Arrivent ensuite les grands élargissements qui ont eu lieu notamment en 2004, où l'on est passé de 15 États à 25 États, avec l'entrée de 10 nouveaux États dans l'Union européenne, notamment les pays de l'Est, plus Chypre et Malte. Quand je dis les pays de l'Est, c'est la Pologne, les pays baltes, la Tchéquie, la Hongrie, etc. Donc on est passé à 25 États en 2004. Et puis 3 ans après, en 2007, on est passé à 2 États supplémentaires avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie, ce qui faisait 27. Et puis en 2013, on est passé de 27 à 28 avec l'entrée de la Croatie. Et puis en 2020, on est passé de 28 à 27 avec le Brexit, qui est le référendum sur le Brexit a eu lieu en 2016, mais le Royaume-Uni est formellement sorti de l'Union européenne en 2020. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes 27 États. Sur ces 27 États, tous les nouveaux entrants se sont retrouvés dans la même situation que celle que j'ai décrite tout à l'heure pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, c'est-à-dire qu'ils sont entrés, ils ont adhéré à l'Union européenne, ils ont signé et ratifié des traités et ils se sont engagés juridiquement d'adopter la monnaie européenne. Le problème qui s'est posé pour ces pays de l'Est a été le même que celui qui s'est posé à la Suède, c'est-à-dire que ces pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne avec l'espoir justifié qu'il allait y avoir beaucoup d'argent, beaucoup de subventions de fonds dits européens, en fait payés principalement par l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, et puis le Royaume-Uni jusqu'à ce que le Royaume-Uni s'en aille. Donc ça plaisait aux populations. On leur a dit on va avoir plein d'argent. Mais évidemment, il est rare que les gens soient furieux quand on leur dit qu'ils vont avoir plein d'argent. Mais on avait un peu caché au peuple le fait qu'on allait changer de monnaie. Et puis, lorsque l'obstacle arrive, là, d'un seul coup, les gouvernements se sont aperçus que c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. De telle sorte que, donc, on est passé de 15 à 27, excluant maintenant le Royaume-Uni, et donc, avec ces 12 nouveaux États qui sont arrivés jusqu'en 2013, il s'est trouvé à l'intérieur de ces États des États où la population a accepté d'entrer dans l'euro sans trop de problèmes. Tel a été le cas, par exemple,
de Malte ou de la Slovaquie. Et puis il y en a d'autres, en revanche, où la population n'était pas du tout d'accord. Parce que ce sont des peuples, certains de ces peuples sont des peuples qui sont très jaloux de leur indépendance nationale, très jaloux de garder leur monnaie, parce qu'ils